désolé pour ce retard. Je peux qualifier quand même que c'est léger, hein. C'est 20 minutes, c'est léger par rapport à notre culture qui a en fait une dimension, une explication, une interprétation du temps par rapport à la civilisation et la culture. Donc c'est deux champs différents dans la gestion du temps. Et on a tendance des fois à mélanger en fait le temps de la civilisation, le temps de la culture de tradition. Comme nos parents, ils se référaient au temps religieux, hein, ils se donnaient rendez-vous. En fait, donc heureusement que nous, c'est pas ce que heureusement ou malheureusement, hein, donc, le temps est précieux, il ne faut pas justement le perdre, sachant que c'est un autre débat, est-ce qu'on perd le temps ou on le gagne, je ne sais pas, donc le temps normalement il est figé. L'avenir des sports au Maroc, donc nous avons choisi cette thématique. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué à travers le passé, à travers ce qu'on voit actuellement dans le monde du sport au Maroc, à commencer par la perception qu'on a par rapport au sport. Qui dit sport, malheureusement, dit football et des fois même athlétisme. Alors qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Si peut-être on a réussi dans le domaine du foot, je ne suis pas spécialiste, hein, c'est le hasard. Est-ce que c'est une politique justement liée en fait au développement du football, etc. L'athlétisme, donc l'histoire de l'athlétisme, on a pratiquement toutes les 2 ou 3 décennies un seul athlète ou une seule athlète, malheureusement, alors qu'il y a du potentiel à commencer par les ressources humaines, mais il y a quand même des lacunes. Et hier, j'étais surpris que, je ne suis pas du tout foot, hein, je viens d'un autre domaine, moi je suis plus athlétisme et handball, que le Wydad en fait va changer de coach pour la 4e fois. Eh bien, c'est le même problème que nous avons au Maroc. Quand la voiture tombe en panne, on change toujours le chauffeur. Alors que c'est la voiture qui est en panne. C'est le club, peut-être, qui est en panne. Peut-être aussi, donc, on va rester, même si pessimiste, moi je définis en fait quelqu'un de pessimiste, c'est un optimiste bien informé. Quand on est bien informé, on commence à avoir des raisons d'être en fait pessimiste. Donc nous avons invité pour parler justement des problématiques des sports au Maroc, des scientifiques et des professionnels et des gens même qui sont dans la formation, parce qu'on ne peut pas faire évoluer un secteur sans passer par le développement du potentiel. Et comme l'a souligné Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, aujourd'hui la formation doit être plus que jamais moteur de l'économie. Et également moteur justement dans le domaine du sport. Nous avons 3 intervenants. Yassir Bahi en tant que directeur de l'IRFC et l'Institut également qui fait partie de l'IRFC. Elle s'est excusée, elle est en mission à l'étranger. Et nous avons des gens en fait de terrain, des scientifiques, c'est Hassan, professeur des universités, vous aurez en fait l'occasion de se présenter juste après, qui vient de la faculté des sciences du sport de Rennes, en France, et qui était même doyen, là-bas on dit directeur, doyen de cette faculté pendant 4 années. C'est Hassan Nefka, qui est comité national olympique, qui est aussi champion du monde du karaté, donc c'est pourquoi je l'ai mis à ma droite, c'est pour me protéger davantage. Et Madame Hakima Bichrifa, qui est directrice de la communication de la Fédération royale marocaine et également exerce en tant que directrice de l'Institut de l'athlétisme, pratiquement, je ne sais pas, une dizaine d'années, et qui a également une expérience. Et vous, et le plus important, c'est vous. C'est vous, pourquoi? Parce que les interventions, je vais leur accorder une vingtaine de minutes, mais c'est le débat qui est le plus important. Parce que vous êtes là, vous êtes aussi des professionnels, il y a des professeurs, il y a des lauréats en fait de master, il y a des doctorants qui font de la recherche, il y a déjà ceux qui sont docteurs, il y a des athlètes, des ex-champions, etc. Nous allons faire un petit peu un résumé de cette présentation. Nous allons remonter aux instances, notamment au ministère de l'Éducation nationale et préscolaire,
et des sports, et ceux qui souhaitent être informés des problématiques du sport au Maroc. Pour commencer en force et en beauté, donc je vais céder la parole au professeur Hassan Zuhal, professeur des universités à l'unité de formation de recherche STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. C'est un expert international, on l'en voit plus, même s'il a de double casquette, il est à la fois en fait binational aussi, c'est un Français et un Marocain en même temps. Spécialiste en physiologie de l'effort, sport santé et sport performance. Donc il intervient, à chaque fois je l'appelle, il y a une semaine, en Angleterre. C'est parmi les formateurs de renom en Tunisie, il intervient dans les pays en fait, du Moyen-Orient et rarement au Maroc parce que tout simplement, côté science, on a une allergie pas possible. Président de l'Association africaine des sciences du sport, c'est une des plus grandes associations des sciences du sport. Et on a eu l'occasion au Maroc en 2018 d'organiser sa 3e édition, donc sous bien évidemment l'aval de cette association. Et on a eu un succès puisque quand même le programme, on avait quand même une centaine de chercheurs qui sont venus du monde entier, hein, du Canada, des pays africains, du Moyen-Orient. Moi j'étais agréablement surpris en fait de l'implication des scientifiques. Rien que le Maghreb, on a géré en Tunisie, on a eu pratiquement une trentaine de scientifiques. Et au Maroc, on a eu un seul scientifique. C'est parce que c'est un ami à moi, ça a été fait, donc je l'ai appelé amicalement. Membre de laboratoire Mouvement, Sport et Santé, c'est Hassan Maribavik. C'est Fkak Maribavik. Dans un moment. Donc vous avez la parole. 20 minutes, c'est suffisant? Oui, je pense que ça devrait le faire. Après, mais sinon, tu m'arrêteras. Donc vous êtes en état d'arrestation, c'est Hassan. Je vous passe le câble? Oui. D'accord, ok. Ouais, donc merci beaucoup. Je remercie d'abord la faculté Mohamed V de Rabat pour l'invitation et puis surtout mon ami donc Smaïl Alaoui pour cette invitation et cette idée de parler un petit peu du sport et surtout son avenir au Maroc. Toujours content d'être là et pour revenir dans mon pays, etc. Puis essayer d'aider aussi à faire évoluer un peu les sciences du sport. Là, je suis dans le cadre d'une mission du CNRSP, dans le cadre du programme FINCO, je ne sais pas si vous le connaissez, pour essayer de développer les sciences du sport à travers le Maroc. Donc, je fais FES, MICNES, Rabat, Casa, Stat, voilà. Donc aujourd'hui, moi, il m'a invité pour parler un petit peu de la recherche dans le domaine des sciences du sport. Donc je vais aborder ce thème-là à travers le prisme d'abord du sport performance et sport santé. Et puis après, par la suite, si j'ai un peu le temps vers la fin, je vous présenterai un petit peu ce que nous on fait dans notre laboratoire, très rapidement. D'accord ? Alors, tout d'abord, la recherche, c'est quelque chose de fondamental. Sans la recherche, on n'avancerait pas dans le monde entier. Tout ce qu'on fait, tout ce qui est produit autour de vous, la plupart du temps, quasiment à 99,9%, c'est le produit de la recherche. C'est le produit de la recherche. Donc on avance, la technologie, c'est le produit de la recherche. Quand vous enseignez, c'est un produit de la recherche. Quand vous enseignez en maternelle, c'est un produit de la recherche. Vous employez une méthode, une technologie, c'est le produit de la recherche. Donc la recherche, c'est quelque chose de fondamental. Et la recherche scientifique, elle se pose 3 grands questionnements. Le premier, c'est la description du monde. Le deuxième, c'est la compréhension du monde. Et le troisième, c'est l'action sur ce monde. Autrement dit, pour décrire le monde, on va organiser les objets, les événements, et on va détecter des régularités ou des irrégularités. Par exemple, quelque chose, je sais pas moi, il y a un arbre qui pousse, pourquoi un arbre donne des arbres qui poussent, quand il y en a un qui donne des fruits et l'autre pas, alors qu'ils sont à côté, etc. Donc on essaie de comprendre tout ça. Une fois qu'on l'a décrit, donc ce phénomène-là, on va essayer de le comprendre et on va construire des modèles conceptuels, des choses
des cheminements, on va émettre des hypothèses pour dire ah celui-là il donne du fruit parce que peut-être que la pluie, il a eu plus de pluie que l'autre. Ah bah non, c'est pas ça, parce que les deux ils avaient la même pluie. Après on va regarder là le terroir, etc. Donc on va explorer plein de pistes pour comprendre pourquoi. C'est ça la compréhension. Et c'est ça la science, c'est ça les hypothèses. Et après, une fois qu'on a élaboré 2 ou 3 hypothèses qui paraissent un peu probantes, là on va essayer de mettre en place ce qu'on appelle une expérimentation pour voir si on va valider cette hypothèse ou on va l'invalider. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on agit. Et dans le domaine du sport, c'est exactement la même manière. Je vais revenir un petit peu par la suite. Donc, il est nécessaire de faire de la recherche, même dans le domaine du sport. C'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que la recherche scientifique, elle est liée à la notion de progrès. Donc, parce que quand on fait de la recherche, c'est pour progresser, pour aller le plus loin possible, développer des choses. D'accord? Et cette notion de progrès, elle est liée aux connaissances et au savoir-faire. Il y a une liaison étroite entre la connaissance et le savoir-faire. D'accord? Parce que des fois, on peut avoir des connaissances, d'accord, théoriques, mais on n'a pas de savoir-faire. Et des fois, on peut avoir des savoir-faire, mais il ne manque de la théorie. On n'a pas de connaissances. D'accord? Ça, vous en voyez tous les jours. Vous avez des gens qui savent faire plein de choses, ils savent le faire. Vous lui expliquez pourquoi vous faites ça, comment vous êtes arrivé à faire ça, il est incapable de vous expliquer. Donc il lui manque une partie. D'accord? Et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils ont beaucoup de théories, beaucoup de connaissances, et après vous les mettez sur les terrains, d'accord? Il ne sait pas comment. D'accord? Il peut vous décrire, par exemple, comment marche une voiture. Le moteur, il faut vous décrire comment les pistons marchent, etc., etc. Mais par contre, donc, pour vous, il devrait savoir réparer. Non, il est incapable de réparer. Vous voyez? Donc il y a cette notion d'association connaissance et savoir-faire. Et donc la recherche scientifique, elle n'existe pas s'il n'y a pas de diffusion de savoir, s'il n'y a pas la diffusion de connaissances. D'accord? Cette diffusion de connaissances, elle va participer à plein de choses. Elle va participer à produire des choses, d'accord? Mais aussi pour former des étudiants dans les universités, dans les grandes écoles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même à l'école maternelle, quand le professeur des écoles enseigne, il va enseigner une méthode, il va utiliser une méthode. Des fois, certains, ils ne savent même pas qu'ils utilisent une méthode. Mais cette méthode, ils l'ont apprise à l'école des maîtres de formation. Et cette méthode-là, pour arriver là, elle a été validée scientifiquement par la recherche. D'accord? Donc, le bouquin qu'on va donner pour enseigner au collège, au lycée, etc., un bouquin de géographie, un bouquin de philosophie, peu importe, il émane de la recherche. Sans cette recherche, il n'y a pas ce bouquin-là. D'accord? Et c'est ça la recherche scientifique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sans publication et sans communication dans des congrès, comme ici aujourd'hui, et les communications scientifiques, les publications scientifiques, on ne peut pas exister dans le domaine, on va dire, de la recherche académique. Donc il faut qu'il y ait... Vous ne pouvez pas faire une recherche et la garder chez vous. D'accord? Elle ne sert strictement à rien. D'accord? Vous faites une recherche, c'est pour la communiquer, pour la publier. D'accord? Et ça, c'est fondamental. Ok? What is sport science? C'est quoi les sciences du sport? Donc là, on a parlé un peu de la recherche scientifique dans sa globalité, mais il y a aussi le sport. Et on commence à parler de sport science depuis les années, on va dire, 80, 85, à 90, ça s'est développé d'une façon phénoménale. Et surtout ces 20-25 dernières années, grâce aux publications scientifiques dans le domaine des sciences du sport, où cette science a commencé à connaître son apogée. D'accord? Et actuellement, les sciences du sport, ils ont leur place. Ils ont leur place comme science. La preuve, c'est que, je vais vous en parler après, c'est qu'il y a pas loin de 90, une centaine de revues scientifiques qui sont indexées, qui sont uniquement en liaison avec les sciences du sport. D'accord? Et je vous en parle après. Donc les sciences du sport, c'est quoi? Donc c'est un domaine scientifique pluridisciplinaire ou multidisciplinaire qui va nous permettre de comprendre
et d'améliorer la performance humaine. D'accord? Et ça peut être la performance sportive, c'est-à-dire une performance peu importe laquelle, de la natation, du foot, du volley, du hand, ça c'est la performance sportive dans sa globalité, mais aussi pour le bien-être de l'individu. D'accord? Donc on parle là de santé, de sport santé. Donc voilà les deux grandes dimensions dans lesquelles vont les sciences du sport. Des fois, ils se recoupent. Il y en a certaines choses qu'on prouve et qu'on essaie de les valider chez les sportifs de haut niveau, mais qui peuvent être aussi transposables aux personnes qui sont atteintes de diabète, ou d'obésité, ou de cancer. Et l'inverse est vrai. Il y a certaines choses qu'on va valider en sport santé, lors de la rééducation, de la réadaptation, par exemple chez les patients qui ont été amputés par exemple, et donc on va trouver des mécanismes, des choses qu'on va essayer d'expliquer dans ce domaine-là, et on va les transposer chez le sportif de haut niveau, parce qu'on a validé une méthode de rééducation, de réadaptation, etc. Okay? Donc les deux sont en interconnexion. Donc, et ces connaissances, ces méthodes, ces applications, le terrain de jeu, ce sont des sous-disciplines scientifiques. Des sous-disciplines scientifiques telles que la physiologie de l'exercice, d'accord, c'est une des bases des sport science, la biomécanique du mouvement, pour décrire le mouvement, le contrôle, l'apprentissage et le développement moteur, et la psychologie du sport, etc. etc. C'est là les sciences, les sous-disciplines de base des sciences du sport. Et surtout, c'est l'interaction entre ces sous-disciplines qui va permettre d'élaborer des projets de recherche et des questions de recherche qui sont très importantes et fondamentales. D'accord? L'interaction, par exemple, entre la physiologie et la psychologie. D'accord? La biomécanique du mouvement et la physiologie, voire les trois. L'apprentissage moteur, les neurosciences, etc. Donc c'est l'interaction entre ces sciences-là qui font émerger actuellement des gros projets de recherche. D'ailleurs, par exemple, nous, France, pour déposer un projet, les projets qui sont éligibles avec l'ANR pour avoir des sous, pour avoir de l'argent, même en Europe, etc., on va vous demander un projet pluridisciplinaire. C'est-à-dire, vous avez notre laboratoire, une physiologie de l'exercice, biomécanique du mouvement, doit collaborer ou devrait collaborer avec un autre laboratoire de psychologie ou de neurosciences, de contrôle moteur. Donc on va apporter d'autres compétences de sociologie, parce qu'on a un terrain qui s'y prête, pour faire émerger des problématiques de recherche qui sont fondamentales, qui peuvent être financées soit par l'ANR, donc l'Agence nationale de recherche en France, ou alors par l'Europe. Donc c'est l'interaction qui est très importante à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez trouver comme sciences du sport dans le domaine académique. Vous avez de l'histoire, vous pouvez faire de l'histoire du sport, donc on a des historiens du sport, donc dans ma fac, dans notre fac, on a un laboratoire sciences humaines et sociales, et à l'intérieur il y a une équipe qui travaille uniquement sur, c'est des historiens du sport. Nous avons des psychologues du sport, des sociologues du sport, on fait de la sociologie, du management et de l'économie du sport, du droit du sport, la didactique des APS, des activités physiques et ou sciences de l'éducation, c'est tout ce qui est pour être professeur d'éducation physique, et nous avons les neurosciences, le contrôle moteur, l'apprentissage, etc. D'accord ? Donc voilà un petit peu les domaines dans lesquels on va pouvoir faire de la pédagogie, de l'enseignement, mais aussi de la recherche. Il y a des laboratoires qui travaillent uniquement à ce niveau-là. D'accord ? Et à partir de là, pour diffuser les savoirs, vous avez par exemple, je vais en parler après par la suite, vous avez ce qu'on appelle des associations, des sociétés savantes. Par exemple, il y a l'association francophone des historiens du sport. D'accord ? Donc, et après, il y a l'association internationale des historiens du sport. Donc il y a des gens qui se retrouvent uniquement, qui travaillent tous dans le monde entier sur l'histoire du sport, qui vont se retrouver pour travailler, etc. Et ils ont une revue qui est spécialisée à ce niveau-là. D'accord ? Donc voilà où sont arrivées un petit peu les sciences du sport. Ça c'est plutôt anglo-saxon, Sport Sciences, où là on va rentrer un petit peu plus dans les détails. C'est plus pour la performance sportive de haut niveau, où vous allez avoir de la physiologie, de la psychologie, recherche et développement, identification des talents, la biomécanique, la médecine, le paralympique, l'analyse de la performance. Donc vous voyez que quand vous faites des sciences du sport, il y a plusieurs niches
où vous allez pouvoir trouver votre terrain de jeu, soit pour la recherche, soit pour le travail. Donc il y a plein de champs. La même chose, donc là, les sport science, vous pouvez trouver les méthodes d'entraînement, la nutrition, la biomécanique, la médecine, l'anthropométrie, etc., etc. C'est quoi un scientifique du sport? Ou ce qu'on appelle, dans le jargon anglo-saxon, et actuellement c'est, si vous rentrez et vous cherchez du travail, par exemple, vous allez trouver, c'est un post sport scientist. Le poste il est comme ça, c'est sport scientist. En Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, etc. Sport scientist, et après on va définir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui fait de l'analyse des données? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui veut faire du strength and conditioning, c'est-à-dire il va faire de l'entraînement de force et du renforcement? Est-ce qu'on veut un data analysis? Il va analyser les data. Donc voilà un sport scientist. Un sport scientist, c'est quelqu'un qui est expert dans un domaine précis, qui est formé par la recherche à la recherche, ou à la recherche par la recherche. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faudra au Maroc, qu'on l'intègre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire, ce sport scientist? Il va évaluer, il va faire de la recherche-développement, il va conseiller sur les pratiques physiques, c'est-à-dire c'est quelqu'un de terrain ou quelqu'un de laboratoire. Il va conseiller par la pratique physique pour l'entraînement, de compétition, de récupération, et à tous les domaines, dans tous les domaines, pardon. C'est-à-dire soit en performance, donc dans les clubs sportifs, dans tous les sports, ou alors, par exemple, pour le sport santé, en clinique, en hôpital, etc., etc. Donc voilà où vous allez retrouver les sport scientists. Et après, dans les sport scientists, vous pouvez trouver un staff d'une dizaine de personnes. Dans un club de foot, de très haut niveau, vous allez en trouver 10 personnes, des sport scientists. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la technologie, tout ce qui est GPS, analyse du mouvement, etc., biomécanique. Vous avez un data scientist qui va traiter les données. Donc le traitement des données, ça c'est des mathématiciens. Donc là, par exemple, on a des masters qui sont donc data analysis. C'est que des matheux qui aiment le sport, et des matheux qui viennent pour traiter les données, pour le traitement des données, des statisticiens. Vous allez trouver dans le même club des gens qui s'occupent de la rééducation. D'accord? Donc quand les joueurs sont blessés ou les athlètes sont blessés, vous allez pouvoir retrouver des gens qui s'occupent uniquement de la force, c'est-à-dire en salle de musculation. D'accord? Et vous allez retrouver quelqu'un qui va s'occuper uniquement de la nutrition. D'accord? Vous allez trouver quelqu'un qui va aider le psychologue, ou alors qu'il a fait de la psychologie du sport. Donc voilà où est-ce qu'on est arrivé. Et ça peut être dans un club qui n'est pas très très riche de foot. D'accord? Donc les sport scientists vont travailler dans deux grands domaines actuellement. Le domaine sportif, donc c'est pour améliorer les performances, c'est ce que vous connaissez le plus. D'accord? C'est-à-dire ils vont aider les sportifs à atteindre les meilleures performances possibles pour atteindre un objectif, médaille olympique, championnat du monde, etc. etc. D'accord? Pour ne pas se blesser. D'accord? Donc on est dans la prévention des blessures, etc. Et vous avez l'autre grand domaine, c'est le domaine de la santé, de la prévention. D'accord? C'est-à-dire c'est l'objectif d'améliorer le bien-être de l'individu. D'accord? Parce que des fois, même vous n'êtes pas malade, mais vous avez besoin de conseils pour que vous soyez bien. Que vous allez au travail, vous êtes fit, etc. On va vous donner des conseils pour votre anthropométrie, par exemple, si vous avez en surpoids, pas en surpoids. On va vous donner des conseils sur si on fait un prélèvement sanguin pour voir qu'est-ce que vous mangez, est-ce que vous ne mangez pas bien, etc., etc. Pour améliorer votre bien-être. D'accord? Et tout ça, ça rentre dans le domaine de la prévention. C'est pour ne pas tomber malade. D'accord? Mais aussi la rééducation. Parce que vous avez subi une intervention chirurgicale. Par exemple, je ne sais pas moi, vous avez changé la hanche, vous avez changé le genou, vous avez un pontage cardiaque, vous êtes atteint de telle maladie, vous avez subi une opération chirurgicale. Donc, alors, vous êtes pris en charge par le chirurgien. Par la suite, vous faites quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous essayez de récupérer. D'accord? Mais la plupart du temps, on vous envoie où? Le kiné, ça dépend. Donc, ok, la rééducation, ça c'est le kiné. D'accord? Mais après, pour que vous puissiez retrouver le niveau d'avant, le niveau physique d'avant, pour voir même mieux, c'est là où il vous faut quelqu'un qui s'occupe de la réadaptation. D'accord? Ça, ils ne savent pas faire. C'est les sport scientists qui savent faire.
D'accord? Donc voilà le schéma dans le domaine des sciences du sport et de la prévention de la réadaptation. Ça, c'est un modèle qui est très bien fait par David, c'est un Australien, pour voir un petit peu comment s'opère la recherche dans les sciences du sport. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, on fait la recherche comme tout le monde, comme les médecins, comme les physiologistes, comme les psychologues, etc. On va décrire un phénomène et on va émettre des hypothèses de recherche. D'accord? On va développer des hypothèses. Après ces hypothèses-là, donc une fois qu'on a défini ce problème-là et on a défini des hypothèses, on a décrit nos hypothèses, l'objectif c'est pour qu'ils prédisent une performance. D'accord? Souvent, dans le domaine de sport performance, sport de haut niveau. D'accord? Donc une fois qu'on a prédit ces performances, on va mettre un design expérimental pour voir est-ce que ces prédictions vont pouvoir avoir lieu ou pas. D'accord? Et on va déterminer les clés, les points clés de la performance sportive. Et on va mettre donc, une étude en place, soit elle peut être sur le terrain, in situ, d'accord? Ou alors on va simuler en laboratoire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur le terrain, on va faire en laboratoire. D'accord? Par exemple, si vous voulez faire l'analyse en 3 dimensions des joueurs de tennis, par exemple le service au tennis. Là, vous ne pouvez pas le faire dehors. D'accord? Parce que vous les caméras à infrarouge à des cadences très 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 élevées et la lumière ça ne peut pas marcher. D'accord? Et là, ils sont obligés de venir au laboratoire. Donc là, nous on fait ça. Donc, on a les meilleurs mondiaux qui viennent au laboratoire pour tester, on leur fait l'analyse de leur service. D'accord? Les cyclistes de haut niveau aussi, pareil. Pour l'efficience du mouvement. D'accord? Ça c'est le sport performance. Ok? Donc on va mettre en place cette étude-là, soit en laboratoire, ou soit sur le terrain. Et on va essayer d'enlever toutes les barrières qui s'opposent à nous. D'accord? Pour valider une problématique. Et après, les résultats, on va les implémenter sur le terrain. On va les tester pour voir est-ce que ça marche. Par exemple, une technique d'entraînement, d'accord, une technique d'attaque de haie pour un athlète de haut niveau, un hurdler de haut niveau, un coureur de haie, par exemple son haie, par exemple qui attaque pied gauche, mais bon, l'attaque, il n'est pas. On va dire, bah tiens, ton pied, quand il attaque à tel niveau de la courbe d'attaque, et il n'est pas bien orienté. Il faut l'orienter mieux que ça. Ah, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est peut-être ton jambier antérieur qui n'est pas assez renforcé. Donc, il faut que tu passes en salle de musculation pour renforcer ton jambier antérieur. D'accord? Pour que ton pied reste bien fixe. Donc voilà, on peut aller jusque-là. D'accord? Et puis après, on va tester, on va regarder. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Ok? Le jambier antérieur, c'est un muscle qui est ici, qui relève le pied. D'accord? C'est juste pour dire. Ok? J'ai un problème. Et donc, on va revenir après à la suite. Donc, voilà un petit peu la description d'une recherche dans le domaine des sciences du sport. Juste pour vous dire que les sciences du sport sont énormément développées. Regardez ici, vous avez les sources PubMed. Vous tapez le mot-clé Sport Sciences. C'est tout. Et vous allez retrouver ça. Donc, on va démarrer les publications aux alentours de 1900, comme je vous l'ai dit, 1980, 1990. Les travaux vont commencer à être publiés. D'accord? On avait du mal à publier au départ parce qu'il y avait très peu de revues spécialisées. Et le revue, c'est la physiologie de l'exercice qui avait démarré. Quand on envoyait les publications, on pouvait les envoyer que dans les revues à connotation médicale. Et donc les experts, les reviewers, ils n'étaient pas encore bien formés dans ce domaine-là. Donc on était rejetés souvent. D'accord? Petit à petit, il y a des gens qui ont eu l'idée de monter des sociétés savantes dédiées aux sciences du sport et des revues spécialisées des sciences du sport. Et donc vous voyez le résultat, ça monte, avec leur impact facteur. Ça c'est uniquement des revues qui sont donc à des impacts facteurs très très élevés. Et vous voyez par exemple cette année, en 2022, il y a eu plus de presque 22 800 publications scientifiques à connotation sport science. 22 800 publications à connotation sport science, uniquement sur la base de données PubMed. D'accord? Je n'ai pas fait l'INIH. D'accord? Sinon, on saurait qu'il y a encore plus que ça. Donc, vous voyez que ça se développe énormément. Donc, il y a deux domaines
dans lesquelles se développent énormément ces sport science. Juste pour revenir, pour vous dire que... je vais revenir après là-dessus. Donc, domaine sport santé. Je ne pense pas que vous saviez que le coût d'une activité physique, il est exorbitant. Il est énorme. Là, le coût est estimé à plus de 12 milliards d'euros par an en Europe. Au Maroc, je n'ai pas les données. D'accord? On a les données en Europe. C'est à plus de 12 milliards d'euros que ça coûte l'inactivité physique. D'accord? Ça inclut les coûts qui sont directs du traitement des principales, parce que les gens inactifs, ils sont un peu malades, souvent. Et les malades, ils vont à l'hôpital. Ça coûte de l'argent. Ça coûte cher à l'État. D'accord? Parce que la santé est financée par nos impôts. Donc ça veut dire c'est comme si moi, en France, je paye mes impôts et je paye quelqu'un qui est atteint de diabète. D'accord? Je lui paye son traitement. Ça marche? Alors que avec cet argent-là, on aurait pu faire autre chose de mieux. D'accord? Ça, c'est les coûts directs. Et après, il y a les coûts indirects. Parce que la personne qui n'est pas active, d'accord, qu'est-ce qu'elle va faire? Souvent, elle a des maladies récurrentes, système immunitaire défaillant, machin, etc., etc. Elle a ceci, elle a cela. Et donc, elle ne va pas au travail. Et quand elle ne va pas au travail, l'industriel ne produit pas. Donc, l'usine ne produit pas, ou la société ne produit pas, parce que la personne n'est pas là. Donc, il y a les coûts directs et les coûts indirects. Donc, ça coûte très très cher, cette activité physique. Et donc les sport science ont apporté énormément de choses, d'accord, la recherche dans les sciences du sport, pour apporter des économies substantielles et potentielles. Et la stratégie, c'était de voir un petit peu l'activité physique, qu'est-ce qu'elle peut apporter. Et donc on est arrivé à ce résultat-là, ce constat-là, à savoir que si on arrive à réduire la population sédentaire, c'est-à-dire les gens qui sont inactifs, et qu'on arrive à descendre de 20% à 15%, donc essayer de gagner uniquement 5% sur la population inactive, d'accord? Ça va se traduire avec un gain substantiel qui est phénoménal. C'est au moins 130 vies sauvées, donc ça c'est du concret, du direct, chez les moins de 75 ans, parce que les gens, je vous prends un exemple concret, c'est que après 75 ans, souvent on a des problèmes, par exemple, on chute, on tombe, souvent, d'accord? Et quand on tombe, souvent c'est très très compliqué de se relever. Il y a fracture de la hanche ou fracture du genou, etc. etc. D'accord? Parce que les gens sont inactifs. Donc si on met des programmes d'adaptation, de réadaptation à l'effort, avec des programmes de musculation, de renforcement musculaire, etc., ces gens-là ne vont pas chuter. Et donc ils ne vont pas impacter leur vie au quotidien. Donc voilà un exemple de ce que peut apporter les sport science. Et surtout un bénéfice économique qui est de l'ordre de 200 millions d'euros par an. Donc c'est pareil. D'accord? Juste parce que j'ai réduit, on a réussi à faire de l'activité physique à 5% de la population sédentaire. D'accord? C'est énorme. C'est pour ça qu'il y a des programmes qui sont mis en place de l'activité physique. Et ça, c'est uniquement lié à la recherche scientifique parce que c'est démontré scientifiquement. Et une fois que c'est démontré scientifiquement, qu'il y a ça remonte, différents ministères, etc. Et puis après, il y a une décision politique qui descend vers le bas. Et voilà, l'activité physique rentre et devient un médicament. D'accord? Sports is medicine. Maintenant. Ça marche en Europe et dans les pays anglo-saxons. Je pense qu'il est même prescrit par les médecins, je pense. Oui, en France, ça, si vous voulez, je vous en parle après. Ok? Puis pour vous dire un petit peu les recherches, la recherche scientifique, qu'est-ce qu'elle peut apporter. Voilà sur quoi on a travaillé énormément depuis le début, c'est par exemple l'activité physique réduit les maladies cardiovasculaires, donc réduit les AVC. On réduit le développement de maladies cardiaques et du cancer de côlon. On réduit le risque d'ostéoporose chez la femme, tout particulièrement. Fracture de la hanche, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Favorise le bien-être psychologique. Tout ça, c'est démontré scientifiquement, d'accord? Avec des publications scientifiques qui sont dans des revues très très bien cotées. D'accord? Ça marche? Donc voilà le bien-être et la recherche scientifique, qu'est-ce qu'elle apporte. Là maintenant, la même chose, c'est-à-dire pour vous montrer la publication, comment elle est arrivée, et la recherche où est-ce qu'elle est arrivée dans le domaine Sports and Health, c'est-à-dire sport santé. Là, vous tapez uniquement les mots-clés Sport Health. Et vous voyez, par exemple, en 2022, il y a eu presque 22 500 publications. Uniquement sur
sport et santé. D'accord? Et actuellement, on a des revues scientifiques qui ont un impact facteur, qui sont uniquement dans le domaine du sport, sport science, qui sont très bien cotés. Pourquoi? Parce que les médecins, la médecine commence à les utiliser, les travaux qui sont réalisés dans le domaine des sport science, dans le domaine de la médecine. D'accord? Et ce qui fait, ça ouvre le champ à des lecteurs qui se comptent par 10 milliards. D'accord? Et donc la revue, elle explose. Ça va? Maintenant, dans le domaine sport-performance, là, c'est ce que vous connaissez, c'est ce qui se voit, c'est ce qui est classique, et ce qui est connu, c'est l'apport des sciences à la performance sportive. C'est-à-dire pour ramener une médaille, pour ramener un titre, etc. Donc, un scientifique du sport qui est formé dans ce domaine-là va travailler avec des équipes ou avec un sportif individuellement, donc un athlète. Il va lui fournir un soutien scientifique pour préparer sa compétition et avoir le meilleur résultat possible. Ça passe par le traitement des données, traiter des informations des adversaires, traiter les informations de ton équipe, faire le background de ton équipe, l'historique, etc. Pourquoi on est arrivé là, faire le constat, d'accord? Ça passe par l'analyse technique et physique, de l'activité physique, qui peut être très poussée, d'accord, pour voir un petit peu les détails. 26. Tu veux que... Non, ça va. Je vais vite. Mais vraiment, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Je vais vite ou j'arrête? Ce que tu veux. Je vais prendre la salle. Easy. Ça marche. Donc, ça prévient les blessures. Actuellement, vous savez, dans le foot, c'est parce que c'est le foot dont on parle souvent et la plupart du temps, il y a un problème récurrent qui revient, et c'est la blessure des ischio-jambiers, ici, les muscles qui sont derrière la cuisse. D'accord? Et là, ça coûte énormément d'argent aux clubs professionnels de très haut niveau que vous regardez à la télé. D'accord? Je ne vais pas faire le débat là-dessus, mais ça coûte extrêmement cher. Et donc là, il y a des recherches, mais qui sont magistrales ce qui est fait. Le nombre de laboratoires de très haut niveau qui travaillent sur ce problème-là. Pourquoi les footballeurs se blessent ici? D'accord? Et ça, c'est un vaste débat. Je peux vous faire 4 heures là-dessus. D'accord? Mais vous voyez, et là, les sport scientists, ils sont là. C'est là leur point d'attache. Après, il y a la nutrition qui apporte énormément à l'optimisation des performances. On va aussi assister d'un point de vue psychologique, ça c'est pas notre domaine, mais par exemple la motivation, le stress, les stratégies d'adaptation à des compétitions de très haut niveau. Donc voilà l'apport de la recherche dans le domaine des sciences du sport. D'accord? Donc voilà un sport scientist, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche, il applique la recherche, il aide les coachs, mais il peut aussi être coach. D'accord? Il y a une interaction entre les trois. D'accord? Il va travailler un peu dans tous les domaines. D'accord? Et il ne peut pas être spécialiste de tout. D'accord? Si par exemple vous avez fait une thèse en biomécanique, donc c'est l'analyse du mouvement. Donc là, je vais vous embaucher uniquement pour l'analyse du mouvement. Ça va être vachement intéressant. Pour le foot, peut-être c'est pas intéressant, mais par exemple pour les sports de combat, pour les sports de raquettes, pour la gymnastique, etc., ça peut être vachement intéressant. D'accord? Strength and conditioning, c'est-à-dire c'est tout ce qui est renforcement musculaire, force. C'est en salle de musculation pour développer la force. Il y a des nutritionnistes qui sont très compétents dans le domaine. Ils vont aller chercher, et là il y a énormément de recherches actuellement qui sont faites pour voir le lien entre l'entraînement et l'apport nutritionnel et qu'est-ce que ça peut donner à la performance. Mais aussi il y a un domaine qui s'est développé, nous on publie énormément là-dessus, c'est tout ce qui est apport de certains éléments nutritionnels, des fois ancestraux, par exemple le curcuma, le safran et tout ça, nous on travaille là-dessus pour voir sur des maladies, sur l'hypertension, sur le cancer, sur le diabète, l'obésité, etc. Et on va combiner ces apports alimentaires avec l'activité physique pour dire, ah tiens, quand tu prends ça mais tu fais un peu d'endurance, ça marche. Mais par contre, si tu prends ça et tu fais rien, ça marche un peu moins. Quand tu prends ça et tu fais un entraînement de musculation, ben, ça marche super bien. Donc voilà où est-ce qu'on en est. D'accord? Au début, on passe chez les rats, chez les animaux, et après on va chez l'humain. Ok? Donc psychologie, skill acquisition, etc., etc. Quelque chose de fondamental. Et là, je pense que
mon collègue Hassan va aimer, parce que, regardez, ça c'est quelque chose de fondamental que beaucoup d'États et beaucoup de comités olympiques n'ont pas encore perçu. Vous savez la différence qu'il y a entre une médaille olympique et un quatrième? Là, vous avez les premiers, d'accord, et vous avez les quatrièmes. C'est moins de 0,1%. Ça va, tout le monde a compris ce que c'est. C'est-à-dire le premier qui a tout, la médaille d'or, il a tout ce qu'il veut, et le quatrième, le pauvre, qui n'a rien du tout. Ouais, quatrième. Voilà, quatrième. Donc il y a 0,1%. Il y a 0,1%. Et des fois, pour certains sports, c'est moins de 0,1%. Alors, comment gagner ces 0,1% ou ces 0,5%? Vous ne pouvez pas, ça c'est que la recherche qui pourrait vous faire gagner ça. D'accord? C'est que la recherche qui peut vous faire gagner ça. C'est la même chose en natation, mais vous verrez ce qu'il y a, les Australiens, là, des fois c'est moins de 0,1% entre celui qui termine premier et celui qui termine huitième. D'accord? Et là, les Australiens ils ont mis énormément de moyens, parce que c'est leur sport phare, etc. La France aussi. Il y a beaucoup d'argent dans la natation, il y a beaucoup d'argent dans les sports olympiques qui rapportent des médailles où la différence, elle se fait sur un détail. Et ce détail-là, il vient de la recherche, il faut le travailler 4 ans avant les Jeux Olympiques. D'accord? Après, on peut aller très loin. Vous voyez, c'est-à-dire ce que vous remarquez en salle de musculation, si on vous dit qu'il faut faire les squats à telle angulation pour tel sport, ça ne vient pas comme ça. D'accord? Ça vient de la recherche scientifique fondamentale. Par exemple, vous avez une illustration ici pour voir les voies de signalisation pour qu'est-ce que ça fait la biogenèse mitochondriale au niveau du muscle. Pourquoi le muscle respire mieux? D'accord? Quel type d'entraînement? Et là, je remonte. Je vais regarder, est-ce que c'est l'entraînement à haute intensité ou est-ce que c'est l'entraînement avec un gros volume? D'accord? Et on va retrouver, peut-être que c'est la même chose, sauf qu'il y a un détail qui nous échappe, mais on ne l'a pas retrouvé. D'accord? Donc ça va très loin. Ici, vous avez la même chose, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'inflammation? Pourquoi l'athlète il se blesse? Est-ce qu'il est inflammé, pas inflammé? Qu'est-ce que ça fait? L'inflammation elle peut être bénéfique, mais elle peut être néfaste. D'accord? Pour celui-là, il y a des indicateurs que je peux doser dans le sang qui eux, m'aident à savoir s'il est en bonne voie ou pas. Mais le même indicateur ne marche pas pour lui. Il lui faut un autre indicateur. D'accord? Parce qu'ils ne répondent pas de la même manière. Et on va plus loin, donc on va vers la génétique, des fois. D'accord? Et là, on a pas mal de travaux qui émanent de la génétique. J'en avais parlé un petit peu. Là, il y a une thèse qui se fait ici au Maroc sur la génétique. Nous, on a une autre sur le foot en France et on fait pas mal de travaux à ce niveau-là. Donc ça va très très loin. D'accord? Les sciences du sport. Et vous voyez, ça c'est les publications. Donc vous avez les mots-clés. Quand vous tapez maintenant sport performance, c'est la même chose. Tout à l'heure c'était sport santé, là c'est sport performance. Et là pareil, on est à plus de 8000 publications par an, uniquement sport performance. D'accord? C'est pas sport santé, il n'y a rien, c'est uniquement la performance sportive. Ça peut être chez le jeune ou chez l'athlète de très très haut niveau. 8000 publications par an. Donc si vous voulez comprendre comment marche un sportif de haut niveau, vous êtes obligé de lire les 8000 publications tous les ans et faire la synthèse. Dans tous les domaines. Dans le domaine de la psychologie, du psychocognitif, de la physiologie, de la biologie, etc. etc. D'accord? De l'entraînement pur et dur. D'accord? Et ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il faut que ça soit structuré. Ça va? Ça, c'est les journaux qui sont, dans lesquels on peut publier, dans les domaines de Sport Science and Sports and Health. Dans tous les domaines, c'est-à-dire de la physiologie, de la biomécanique, de la psychologie, de l'histoire, de la sociologie, etc. Vous voyez, par exemple, vous voyez, et l'impact factor, ils augmentent de plus en plus. Hein. Par exemple, Nature et Science et Cell sont aux alentours de 40 en impact factor. D'accord? Là, par exemple, rien que le British Journal of Sports Medicine, le premier dans le domaine des sciences du sport, c'est la Ligue des champions chez nous, vous êtes à 18,48. Journal of Sports and Health Science, c'est les deuxièmes maintenant, elle est à 13. Sports Medicine, il est à 11,93. D'accord? Ça, c'est de 1 à 20. Et ça permet aussi de faire le classement des chercheurs, le classement des laboratoires, etc. etc. D'accord? Et ça continue, vous voyez, il y en a d'autres, sport biomécanique, thérapie au sport, etc. La nutrition, donc il y a tous les domaines. La pédiatrie, le mouvement, la clinique, Journal of Teaching and Physical Education, c'est-à-dire c'est tout ce qui est sciences de l'éducation,
D'accord? La pédagogie. Donc, si vous développez des méthodes, etc., vous pouvez les publier là-dedans. Donc il y a un peu de tout, contrôle moteur, etc., etc. Et à côté de ça, donc si vous voulez, les sciences du sport sont organisées depuis maintenant pas mal d'années en sociétés savantes. C'est pour peser aussi sur certains décideurs. La plus puissante est celle que, par exemple, c'est l'American College of Sports Medicine. D'accord? Elle est très puissante. C'est elle, des fois, quand par exemple ils font leur congrès, qui coûte extrêmement cher aux États-Unis, il y a des consensus qui sortent. Par exemple, il y a les cardiologues qui vont se réunir, parce qu'ils sont tous ensemble, il y a des communications qui sont... Et après, ils vont se réunir, travailler, ils vont faire un consensus, ils vont le publier pour dire voilà les recommandations pour quelqu'un qui a subi un pontage cardiaque. Voilà les exercices qu'on doit lui faire faire, etc., etc., etc. Ça marche? Ça peut être aussi pour les gens qui travaillent sur les reins. D'accord? Et ils vont donner ce qu'on appelle un consensus. D'accord? Et c'est celui-là qu'on va suivre pour décider de la réadaptation, de la rééducation du patient. À côté de ça, il y a l'European College of Sport Science qui a vu le jour il y a maintenant presque, on va dire, depuis 1992-93. C'est un des premiers congrès qui était à Nice. Et c'est un gros congrès. Chaque année, c'est pas loin de 7000, 7000 personnes qui y participent. D'accord? Ils ont un journal, l'European Journal of Sport Science. En France, on a l'association des chercheurs en activité physique et sportive, la CAPS, qui a aussi un congrès tous les 2 ans. D'accord? En France, cette année, il aura lieu en octobre, je pense. Et celui de l'European College of Sport Science, c'est à Paris cette année, en juillet. C'est tout le temps en juillet. D'accord? Tout début juillet, c'est à Paris. Et moi, quand j'ai vu ça, en 2012, 2013, je ne me rappelle plus, quand vous voulez aller, vous faites un peu des sciences du sport en Afrique, et vous voulez aller au College Sport Science, vous n'avez pas les moyens pour y aller. C'est le budget, ça coûte extrêmement cher. D'accord? L'European College, c'est pareil. L'inscription pour un étudiant, c'est aux alentours de 500 €. Rien que l'inscription. Vous n'avez rien du tout. Donc il faut prévoir après à manger, à voyager, etc. Ça coûte extrêmement cher. L'American College, laissez tomber, c'est quasiment vrai. La CAP, c'est pareil. C'est-à-dire, mais c'est tous les 2 ans. Et c'est en France, des fois des problèmes de visa, etc. etc. Je dis, mais c'est pas possible. Ben, moi, j'ai créé l'African Association of Sport Sciences. Donc l'association africaine des sciences du sport. 2A2S en anglais et en français. Où on a dit, bah voilà, nous aussi on a les compétences. On peut amener des scientifiques de très haut niveau dans le domaine des sciences du sport, de France, d'Angleterre, d'Allemagne, des États-Unis, etc. On peut les amener en Afrique. Et on crée aussi notre congrès en Afrique. Et comme ça, les Africains n'ont pas à aller en Europe pour présenter leurs travaux de recherche. Et on peut les aider. D'accord? Et donc on a fait plusieurs congrès. On a fait 2, donc depuis, c'est tous les 2 ans. On a fait 2 en Tunisie, 1 au Maroc. Donc la présidence était à Smaïl qui l'a fait en 2018. Et là, le prochain, c'est en Égypte. Donc ça tourne en Afrique et le prochain, c'est en Égypte en septembre. Et on a aussi une revue qui se développe pour que les Africains puissent aussi publier, etc. etc. D'accord? Donc voilà. En France, il y a, là je vais très vite, je ne vais pas, comme ça je ne prends pas beaucoup de temps, il y a les UFSPAP, les instituts de sciences du sport, où on fait de la recherche, il y en a plus de 70. Vous voyez par exemple la recherche dans les sciences du sport, il y a plus de 1100 enseignants-chercheurs, 700 étudiants inscrits en doctorat, personnel d'appui à la recherche, etc., chercheurs associés, travail dans le sport de haut niveau et recherche pluridisciplinaire. Donc vous avez pas mal de maillage pour développer les sciences du sport. Et donc c'est ces gens-là qu'on va retrouver soit dans les clubs à travailler, d'accord, ils sont formés à la recherche, par la recherche. Donc quand il va entraîner quelqu'un, il va avoir une méthodologie scientifique, d'accord. Il va prendre ce qui est prouvé, d'accord. Ce qui n'est pas prouvé, il ne va pas le faire. Il sait où est-ce qu'il va, etc. Quand il va en clinique, c'est la même chose, d'accord, pour travailler avec dans le domaine de la réadaptation, de la rééducation, etc., etc. Donc ce sont des gens qui sont formés. Juste pour vous donner une idée, c'est que vous ne pouvez pas, le domaine que vous connaissez le plus, la préparation physique. C'est les scientifiques du sport, c'est la préparation physique. Il n'y a pas en France, dans un club, peu importe le sport, il n'y a pas un seul préparateur physique qui n'a pas au moins un master. D'accord ?
Et la plupart du temps maintenant, dans le foot, dans le rugby, dans le hand, dans le basket, etc., c'est une thèse. Si vous n'avez pas de thèse, c'est rare qu'ils vous recrutent pour travailler dans la formation physique. D'accord? Voilà les diplômes d'État qui existent en France, etc. Je vous passe, tout ça, ça n'a rien à voir. À Rennes, nous, on a notre laboratoire, mais je passe très vite. On a 2 axes. Comme ça, je ne prends pas beaucoup de temps. On a un axe sport-performance, d'accord, avec des thématiques de recherche qui sont spécifiques en fonction de nos compétences. Et un axe sport-santé. Là aussi, ça c'est tout le laboratoire. Donc, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut aller du fondamental, de l'animal, jusqu'au sportif de haut niveau. Et en passant par le patient malade, obésité, cancer, diabète, tout particulièrement. Voilà. Et ça, c'est notre projet pour les 4 prochaines années. Merci pour votre attention. Merci, cher professeur, cher ami. Merci.